Bonjour, aujourd'hui dans Mediafact, l'émission de fact-checking de la rédaction de Mediapart, on va parler d'un sujet a priori qui peut sembler comme ça très technique et aride, l'assurance chômage, mais qui est en fait très important puisqu'il s'agit de la protection et des droits de centaines de milliers, de millions de demandeurs d'emploi en France. En ce moment même, les syndicats et le patronat sont en train de négocier la nouvelle convention d'assurance chômage. Très concrètement, c'est l'assurance chômage, c'est ce qu'on appelle aussi l'UNEDIC, et l'UNEDIC c'est la branche chômage de la sécurité sociale. Et parce qu'il y a dans cette branche chômage de la sécurité sociale des déficits importants, on va d'ailleurs y revenir dans cette émission, eh bien le gouvernement, alors même que cette négociation n'est pas terminée, met la pression et menace déjà de baisser à l'avenir les allocations chômage si syndicats et patronat ne se mettent pas d'accord. On écoute par exemple la ministre du Travail, Myriam El Khomri, c'était début février sur BFM TV. Si les partenaires sociaux n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la nouvelle convention de l'assurance chômage, le gouvernement prendra ses responsabilités et évoquera toutes les pistes. Qu'est-ce que la dégressivité. Dégressivité, autrement dit, plus le temps passe, plus les allocations chômage baissent. Alors sur ce sujet, toujours très sensible quand il s'agit d'emploi, de l'assurance chômage, on entend beaucoup d'approximations et aussi deux arguments qui reviennent très souvent dans le débat public. On nous dit par exemple que l'assurance chômage serait proche de la faillite ou que les allocations versées aux chômeurs français sont, comparées aux autres pays européens, beaucoup trop généreuses. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui avec deux journalistes de Mediapart, Dan Israël et Mathilde Gohanec. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et Dan, on va commencer avec toi. On va peut-être rappeler d'abord de quoi on parle exactement, l'assurance chômage, la convention UNEDIC. Oui, tout à fait. Alors, donc, l'UNEDIC, c'est l'organisme chargé de gérer l'assurance chômage. Alors, ce n'est pas une administration publique, ce n'est pas un service du ministère du Travail, c'est une association. Donc, elle a été créée en 1958 et elle est paritaire, c'est-à-dire qu'elle est gérée en même temps par les représentants des salariés, les syndicats et les organisations patronales. Ils décident ensemble, ils la gèrent ensemble, ils prennent toutes les décisions et donc notamment tous les 2 ans, ils rediscutent de ce qu'on appelle la convention UNEDIC, c'est-à-dire les règles avec lesquelles on va indemniser les chômeurs. Voilà. Donc quand ils discutent, le gouvernement normalement n'a pas son mot à dire, c'est eux qui décident. C'est seulement s'ils n'arrivent pas à un accord que le gouvernement peut intervenir. Mais ce qui n'empêche pas que régulièrement, c'est toujours le jeu d'ailleurs, ils mettent un peu la pression comme ça sur les syndicats et le patronat. Bon, et alors ce qu'on entend partout, donc depuis que la négociation a commencé, ce qu'on entend en fait à chaque discussion autour de l'assurance chômage, c'est que les déficits sont vraiment en train d'exploser et c'est souvent ce qu'on voit dans les médias. Par exemple, on va regarder cet extrait de reportage sur Public Sénat présentant la réforme, présentant la négociation de l'assurance chômage. Autour de la table, la tension est palpable. Syndicats et patronat s'attaquent à la dette record de l'assurance chômage, 25,8 milliards d'euros. Une dette qui en période de crise augmente mécaniquement. On a moins de cotisations et donc davantage de dépenses d'indemnisation. Ainsi, si les comptes de l'UNEDIC étaient encore dans le vert en 2008, la dette pourrait atteindre les 35 milliards d'euros en 2018. Alors Dan, évidemment, 35 milliards d'euros en 2018 de déficit, évidemment c'est un chiffre qui frappe. Et on s'imagine donc, à entendre ce chiffre, que le système est pas loin de s'effondrer tout simplement, ou bien que pour le sauver, il va falloir faire des économies vraiment drastiques. Est-ce que c'est la réalité ? Oui, c'est normal, oui, il y a un trou financier, il est assez conséquent, puisqu'on parle donc pour l'année 2015 de 4,5 milliards d'euros de déficit. Voilà, donc ça c'est 4,5 milliards, alors que pendant toute l'année 2015, l'assurance chômage a payé des indemnisations et des allocations aux chômeurs pour un montant de 34 milliards. Donc 4 milliards et demi pour 34 milliards, c'est assez conséquent. Et des trucs comme ça, il y en a presque tous les ans. Donc les pertes s'accumulent. En 2015, les pertes cumulées s'élevaient à 26 milliards d'euros. Donc c'est pas mal. Et effectivement, on s'attend à ce qu'en 2018, ça dépasse les 30 milliards. C'est une somme importante. Mais bon, il faut quand même relativiser. Par exemple, ça représente à peu près l'équivalent de 1,5% de la dette publique totale française. D'accord, donc ça c'est les masses, mais est-ce que ça veut dire que le système est en train de s'effondrer? Est-ce que ça veut dire qu'on est tout près de la faillite? Alors c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il faut avoir quelque chose en tête, c'est que la vérité, c'est que le régime de l'indemnisation chômage, il n'est pas en déficit, il est même excédentaire en lui-même. C'est-à-dire que l'argent que reçoit l'UNEDIC, donc c'est-à-dire que les salariés payent des cotisations, 2,4% sur leur salaire brut, et le patronat paye aussi des cotisations sur les salaires, 4%, donc 4 et 2,4%. Donc cet argent qui est récolté chaque année suffit
à payer ce que l'UNEDIC doit aux chômeurs. Ça suffit à payer les indemnisations, c'est quand même important. C'est même un petit peu en excédent. Là, si on regarde depuis 2008, cumulé, on a un excédent de 2,5 milliards. Donc c'est quand même plutôt correct. Voilà. Alors bien sûr, il y a des trous, il y a des années où c'est plus difficile. Par exemple en 2015, où le nombre de chômeurs explose, il y a eu un déficit, mais il est tout petit. 400 millions d'euros. Par rapport à 34 milliards distribués, c'est un petit peu plus que 1%. Mais alors comment on explique qu'il y a un excédent en fait, de ce système de cotisation et que par ailleurs il y a un énorme déficit? Alors, en fait, bon, bien sûr, c'est la bonne question. Mais évidemment, alors, il y a deux éléments pour expliquer. Un élément qui est assez peu connu, c'est que, c'est que l'État a décidé que l'UNEDIC, en plus de payer les indemnisations des chômeurs, devait participer au budget de fonctionnement de Pôle emploi. Donc la grande agence qui gère les chômeurs. Donc, c'est-à-dire que depuis 2008, chaque année, l'assurance chômage verse 10% de tout ce qu'elle reçoit pour financer les locaux, les salaires, les coûts de fonctionnement de Pôle emploi. Donc ça fait beaucoup d'argent. Pour 2015, c'est plus de 3 milliards d'euros. Donc c'est les 2 tiers du trou, c'est de l'argent versé pour Pôle emploi. Après, est-ce que c'est légitime ou pas? C'est bien sûr un autre débat, c'est tout à fait intéressant, mais il faut avoir ça en compte quand on parle du déficit, du trou énorme et des comptes qui vont s'effondrer. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a autre chose qui coûte cher, c'est en fait le financement des contrats de travail précaires. Alors, il faut avoir en tête qu'en France, il y a beaucoup de CDD. Dont on parle beaucoup en ce moment, exactement. Contrats précaires. Tout à fait. Donc il y a beaucoup de CDD, et le tiers de ces CDD sont signés pour moins de 3 mois. Et dans les gens qui utilisent ces CDD courts, il y en a beaucoup en fait qui reviennent travailler dans une entreprise où ils ont déjà travaillé. Ça veut dire que les entreprises utilisent régulièrement des contrats courts sur les mêmes gens, voire qu'elles font tourner plusieurs personnes sur un poste. Alors qu'elles pourraient utiliser un contrat plus long, voire un CDI certainement. Donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir en tête que quand une entreprise utilise plusieurs contrats courts, entre les contrats, le salarié est au chômage et donc c'est l'UNEDIC qui paye. Donc voilà, d'une autre façon, on peut dire que c'est l'UNEDIC qui finance la précarité des contrats de travail. C'est ça, parce que plus le marché du travail est précaire, plus ça coûte cher à l'UNEDIC. Voilà. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, les déficits sont aussi entretenus par ça. Tout à fait. Et donc, puisqu'il y a déficit, la piste la plus souvent évoquée dans le débat public, c'est de réduire les allocations chômage, plus précisément en fait de les rendre dégressives, c'est-à-dire très concrètement qu'elles baisseraient au fur et à mesure du temps. Cette idée s'appuie sur une affirmation, elle aussi très répandue dans le débat. La France serait très généreuse, voire beaucoup trop généreuse avec ses chômeurs. Et c'est parfois, évidemment, exprimé de façon très, très cash, on va dire. On écoute par exemple le polémiste très de droite, Éric Brunet, sur RMC. La France est le pays du monde qui indemnise le mieux le chômage. Là, il n'y a pas de débat esthétique. Là, c'est une réalité concrète. Si on a tous autour de nous, vous, moi, Neumann, on a tous autour de nous un chômeur qui ne veut pas revenir dans l'emploi non pas parce qu'il est malhonnête, attention, faut pas exagérer, simplement parce que le chômage l'indemnise confortablement et qu'il se dit, bon, je vais attendre quelques semaines, quelques mois avant de rechercher sérieusement. Ça dure 2 ans. Donc Mathilde, Éric Brunet nous dit dans cet extrait vidéo qu'on a regardé que la France finalement est le pays qui indemnise le mieux les chômeurs au monde. Sous-entendu, les chômeurs français, ce sont des privilégiés, voire évidemment des assistés, puisqu'on entend beaucoup aussi cette rhétorique dans certaines parties du débat public français. Et donc on ferait mieux de réduire les allocations pour inciter les demandeurs d'emploi à retrouver un emploi. Alors, je vais me permettre, si possible, avant de répondre aux affirmations d'Éric Brunet, de faire un petit rappel sur le nombre de chômeurs en France. Parce que, de la même manière que pour l'UNEDIC, c'est bien d'avoir les masses en tête. Début 2016, on est en arrondi en nombre de chômeurs à 5,7 millions de personnes, dont 3,8 qui sont en catégorie A, donc qui ne travaillent pas du tout. Ce à quoi il faut rajouter à peu près 700 000 personnes, à ces 5,7 millions de personnes qui sont inscrites, mais qui en fait ne sont pas tenues de chercher un emploi, parce qu'elles sont en formation, en maladie, en contrat aidé, etc. Donc voilà, ça c'est à peu près la masse de chômeurs. Et donc sur ces quasi 6 millions de demandeurs d'emploi, combien sont réellement indemnisés par l'assurance chômage? Alors c'est là où ça devient intéressant et peut-être plus surprenant. Moins d'un inscrit sur 2 à Pôle emploi est en réalité indemnisé.
Selon le chiffre les plus récents fournis par l'Unédic, 2,7 millions d'inscrits sont effectivement bénéficiaires d'une allocation chômage. Donc c'est encore moins que le nombre de chômeurs en catégorie A. Donc voilà, 2,7 millions d'inscrits. Alors pourquoi les autres ne touchent rien? Ils peuvent être inscrits sans jamais avoir travaillé, c'est le cas des jeunes par exemple, ou alors être inscrits mais ne pas avoir travaillé suffisamment pour toucher quelque chose. Ou alors être en formation et donc être payé par une autre caisse, etc. Donc en fait, il faut aussi relativiser la portée en fait, de l'indemnisation. Par ailleurs, il est aussi possible de cumuler allocation chômage et petit salaire. Et c'est le cas de 600 000 personnes en fait, qui cumulent un emploi court, un emploi à temps partiel avec une allocation chômage pour tenir le coup. Et si on parle du montant des allocations, parce qu'évidemment ce que dit Éric Brunet c'est exprimé de façon très cash, mais c'est aussi repris par une partie des politiques français, beaucoup à droite, mais aussi un peu à gauche en ce moment quand on parle du chômage. Donc est-ce que le montant des allocations, en effet, par rapport aux autres pays européens, une comparaison comme ça, est beaucoup plus élevé qu'ailleurs? Alors l'allocation moyenne en France sur ces 2,7 millions d'indemnisés est de 1 119 € bruts par mois. Donc, je rappelle rapidement pour ceux qui n'ont jamais été au chômage, il en reste, que l'allocation chômage en France correspond à 71% de votre ancien salaire. 71%. 71%, oui. Et que pour toucher cette somme, pour toucher une allocation, il faut avoir travaillé minimum 4 mois. Et ils touchent, les allocataires, cette somme pendant combien de temps? Parce que ça aussi, c'est souvent discuté, on dit que c'est parfois trop long, etc. Alors, les allocataires, la durée d'indemnisation, dépend strictement du temps travaillé. Par exemple, si vous avez travaillé 4 mois, vous êtes indemnisé 4 mois. Si vous avez travaillé 9 mois, vous êtes indemnisé 9 mois. Et bien sûr, il y a un plafond. C'est la durée maximum d'indemnisation est de 2 ans et de 3 ans pour les seniors, en tout cas les chômeurs qui sont âgés de plus de 50 ans. Dans les faits, et j'insiste un peu sur ce point-là, dans les faits, près de 70% des allocataires touchent leur indemnisation moins d'1 an. C'est ça. Donc l'idée de gens qui s'endormiraient au chômage pendant des années avec un peu fantaisiste. Voilà. Et alors sur la question de l'incitation à reprendre un emploi, parce que l'autre argument souvent entendu, c'est de dire justement les chômeurs français sont trop incités à rester hors de l'emploi, et donc du coup il vaut mieux rester hors de l'emploi que trouver un nouveau travail, parce que finalement c'est plus avantageux, quoi. Alors je me permets une petite précision, je parle en brut parce que même si une partie des allocataires en fait sont exonérés de cotisations sociales, les chiffres que l'on a sont en brut. Donc je reprends ce chiffre déjà cité, 1 119 € bruts par mois en moyenne, c'est l'équivalent d'un SMIC, et vu le coût de la vie, c'est pas non plus mirobolant. Je rappelle que la moitié des demandeurs d'emploi touchent moins de 1 000 € bruts par mois, et 95% des demandeurs d'emploi indemnisés touchent moins de 2 000 € par mois. 95% touchent moins de 2 000 € par mois. Quasiment tous, quoi. Quasiment tous, voilà, exactement. Vous ramenez ça à un loyer à Paris, à Lyon, à Bordeaux, vous ramenez ça à une accumulation de factures, chauffage, essence, etc. En milieu rural, on comprend quand même qu'on a plutôt intérêt à retravailler plutôt qu'à vivre sur son allocation chômage. Et sur les comparaisons internationales, parce que souvent, dans les émissions, etc., il y a des comparaisons comme ça, pays par pays, et on nous dit que la France est très haut dans le montant, dans l'enveloppe de... Alors, Éric Brunet, je vous réponds à nouveau. Les comparaisons sont compliquées à faire parce qu'en fait, tous les curseurs ne bougent pas en même temps. Par exemple, la France est effectivement un des pays qui indemnise le plus longtemps ses chômeurs, 24 voire 36 mois. Mais par contre, le taux de remplacement, donc ce fameux pourcentage par rapport à son ancien salaire, est vraiment dans la moyenne des pays européens. Autre élément, malgré tout, effectivement, il n'y a pas de dégressivité en France. Donc on touche toujours la même chose, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Alors par contre, ça c'est vraiment un élément important à mon avis, c'est qu'on a un plafond très élevé d'environ 7 000 € bruts par mois. C'est-à-dire qu'un chômeur qui a eu un très très bon salaire auparavant peut effectivement toucher 7 000 € bruts par mois. Jusqu'à 7 000 €. Jusqu'à 7 000 € bruts par mois, pardon. Mais alors là encore, il faut se méfier. En 2014, seules 1 000 personnes ont touché ce fameux plafond, ces fameux 7 000 € par mois. Et 95% en fait, en réalité, quasiment tous, comme tu l'as dit, touchent moins de 2 000. C'est pas ce plafond très élevé qui de toute façon... Qui creuse le trou. Voilà, qui creuse le trou. Enfin, je le redis juste pour ceux que les comparaisons internationales intéressent, il y a dans plusieurs pays européens des critères qui nous sont étrangers en fait, sur le calcul de l'allocation chômage, le fait d'avoir un enfant, 2 enfants, le fait d'avoir un conjoint qui travaille ou pas. Donc voilà, donc loin d'être très généreux, on est en fait plutôt dans la médiane des pays européens. Et pour parler de quelque chose qui est assez peu évoqué, c'est-à-dire quand l'indemnisation de l'assurance chômage s'arrête,
pour tous les chômeurs non indemnisés dont on a parlé. Qu'est-ce qui se passe et quelles sont leurs sources de revenus? Qu'est-ce qui leur est possible? Alors pour tous les chômeurs non indemnisés, effectivement, il est possible, dans certains cas, et notamment quand on est chômeur de plus de 50 ans, de toucher ce qu'on appelle l'allocation de solidarité spécifique, qui s'élève à peu près à 580 € par mois, et 350 000 personnes environ en bénéficient chaque année. Ensuite, pour tous les autres, mais aussi pour ceux qui ne sont pas inscrits en fait, au chômage, il y en a aussi beaucoup en fait, qui sont en situation de ne pas avoir d'emploi, mais qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Il reste le RSA, le revenu de solidarité active, qui est un minima social qui n'est pas financé par l'UNEDIC, mais par les départements et qui est versé par la CAF. Je donne aussi ce chiffre-là, même si on est un peu en overdose, là, 2,5 millions en fait, de foyers français bénéficiaient du RSA fin 2015. Un dernier chiffre encore, le RSA s'élève à 524 € par mois, montant qui peut être majoré selon la situation familiale. Et pour dépasser le seuil de pauvreté en France, il faut gagner, selon l'INSEE, plus de 1 000 € par personne et 2 000 € si on a un couple avec 2 enfants. On est vraiment au niveau du seuil de pauvreté ou pas loin. Voilà, donc il faut relativiser le fantasme autour de la générosité de l'allocation chômage et des minima sociaux. Voilà. Et au-delà de cet éternel débat sur l'assistanat, etc. Voilà. etc. Bon, ben merci à vous deux. C'est la fin de ce Mediafact et à très bientôt sur Mediapart.